Le top 10 et les nouveautés sur Kickstarter, vous êtes bien en Kick Parade. Bonjour à toutes et à tous, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Top 10 assez tranquille cette semaine, quelques nouveautés, on est dans une semaine un petit peu creuse pour Kickstarter, mais il y a quand même des choses. On va commencer par la 10e place, et c'est une entrée, ça tombe bien, c'est Heroes of Barcadia, 2000 contributeurs, 120 000 €, il est arrivé la veille de l'enregistrement de cette émission. Alors c'est un jeu d'alcoolique. Hein, il faut le dire, c'est un dungeon crawler dont l'un des buts est de boire de la bière, si je ne m'abuse. Oui, bon, la base. À la base, quoi. Donc c'est un jeu, oui, c'est un jeu à boire. Voilà, donc vous allez avoir des verres de bière et ça va vous aider à progresser dans votre quête de donjon. Alors quand je dis verres de bière, c'est des vrais verres de bière, hein, parce que les verres sont vendus avec le pledge. Et les petits logos de vos héros sur les verres. C'est ça, en fait ça représente, à la place d'une figurine, vous avez un verre de bière ou de toute autre boisson. Si vous voulez jouer avec de l'eau, vous pouvez tout à fait jouer avec de l'eau. Je pense qu'à chaque fois que tu perds de la vie, tu dois boire un truc parce que c'est gradué sur le verre, tu vois. Exactement, ça représente les points de vie, sachant que tout le matériel en plus c'est waterproof. Et on rappelle bien évidemment que l'alcool est à consommer avec modération. C'est ça. Je vais te dire qu'en France, ça passera jamais un jeu comme ça. Calois et vin, c'est mort. Je pense pas. Donc en fait, la moralité quand même, la perversion du jeu, c'est que plus tu es bon, moins tu bois. Bah ouais. T'es un peu puni pour être le meilleur. C'est ça, t'es puni pour être bon en fait dans le jeu. Bon bref, blague à part, bon ce sont des jeux évidemment d'ambiance. 9e place, Fall of the Mountain King, on en avait parlé la semaine dernière, c'est la suite du roi de l'antre de la montagne, enfin la préquelle, hein, pour être exact. Il vient de rentrer dans le classement, donc c'est une nouveauté dans le top 10. 2300 contributeurs, quasiment 180 000 €, il reste une grosse dizaine de jours avant la fin de cette campagne. Oui, et une campagne qui évolue petit à petit. Alors, par rapport à la semaine dernière, ils ont annoncé que finalement, le jeu complet serait en français et il n'y aurait pas juste les règles traduites en PDF, comme c'était le cas la semaine dernière. Là, vous allez avoir le jeu complet, donc à choisir au moment du Pledge Manager. Toujours aucune nouvelle de Yellow. En Allemagne et en Espagne, ils ont déjà annoncé qui seront les distributeurs dans ces pays respectifs. Pour la France, pour le moment, rien n'est annoncé. Donc, et j'ai rien vu sur la page de Yellow ce matin même, donc je ne sais pas encore si c'est eux qui s'occuperont de ce côté-là. À savoir aussi qu'il va y avoir pas mal d'extensions, etc. Et notamment une extension de s'ajouter et qui rajoutera un mode solo et un mode coop pour pouvoir jouer à cette version du jeu. 8e position, Exalted Essence Tabletop Role Playing Game. Donc là c'est du jeu de rôle. Donc c'est un jeu de rôle qui s'appelle Exalté, qui a été créé en 2001. Et en voici une nouvelle édition en version deluxe, en version repensée. Voilà, ils ont repensé les règles, ils ont repensé la manière de créer les personnages, etc. On va très vite passer dessus parce que de toute façon, ce Kickstarter n'est pas disponible pour les backers qui vivent hors des États-Unis. Donc comme ça c'est fait, il y en est quasiment à 3000 contributeurs, il reste une dizaine de jours, 208 000 €. 7e place, c'est un autre jeu de rôle qui a fait sa place pendant cette campagne. Into the Motherlands, donc ça fait 3 fois qu'on l'évoque. Le jeu de rôle qui fait partir des Africains sur une planète extraterrestre. C'est sa dernière semaine. 204 000 €, 3400 contributeurs. Plutôt une belle performance pour ce jeu de rôle au lore original. 6e place, Robot Quest Arena Deck Building Game. Donc c'est ce jeu de robots avec ces robots tout kawaii, tout mignons. Je trouve que c'est l'un des points forts du jeu. Jeu d'affrontement où vous allez mettre la tronche vos robots rose bonbon, rouge et bleu. Bon, ils ont beaucoup évidemment accentué la campagne sur le look des robots qui est très réussi. Hein, il faut pas se le cacher. Il en est à 3700 contributeurs, 250 000 €. Ce sont ces tout derniers jours. Oui, sachant que pour ces derniers jours, ils ont ajouté une petite nouveauté sur la campagne. Parce qu'en fait, le créateur de ce jeu, c'est aussi le créateur des jeux Star Realms, Hero Realms, Epic Card Game, etc. Et donc du coup, il y avait eu pour ces jeux-là des campagnes Kickstarter avec du contenu exclusif. Et ce contenu exclusif est proposé à l'achat en plus dans cette campagne. 5e place, Spintronics Build Mechanical Circuit, c'est pareil, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. C'est sa dernière semaine, 900 000 €. Je pense qu'il va claquer les 1 million d'euros sa dernière semaine. 7158 contributeurs. Bah écoute, tu vois, la mécanique a de l'avenir apparemment sur Kickstarter. En plus, il y aura une traduction donc française, mais aussi allemande et néerlandaise. Donc,
Donc voilà, même pour nos backers français, si vous êtes intéressés par ce jeu-là, voilà, il est disponible. Profitez-en, c'est la dernière semaine. Quatrième place, c'est une montée fracassante pour Eliana's Guide to Monster Hunting. Il a gagné 6 places par rapport à la semaine dernière, hein, c'est pas rien. 650 000 €, 7500 contributeurs, il reste une bonne quinzaine de jours. Donc c'est un sourcebook de monstres pour Donjons et Dragons 5ème édition. On avait évoqué, fait des parallèles entre ce sourcebook et la vague un petit peu de Monster Hunter qu'il y a eu sur Kickstarter, entre Awakening et puis l'adaptation officielle de Monster Hunter. Donc le succès de ce sourcebook est certainement, voilà, ils ont surfé sur la vague. Sachant qu'à la mécanique Monster Hunter, ils ont ajouté la mécanique Pokémon, puisqu'il y a la possibilité de capturer les monstres et de les utiliser comme familiers au combat, et ils utilisent même une petite illustration sous-titrée Catch 'em All, qui est quand même la phrase, le sous-titre de la licence Pokémon. Donc voilà, on voit qu'ils surfent sur quand même deux gros monstres du monde vidéoludique, retranscrits dans l'univers de Donjons et Dragons. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Troisième place, The Isle of Cats, Don't Forget the Kittens. Il reste une dizaine de jours. Ce pareil, un beau succès, 756 000 €, 7700 contributeurs. Il n'y a toujours pas de VF annoncé, il me semble. Hein. Non, je ne l'ai pas vu non plus. En tout cas, c'est un beau succès. Hein. Il a encore gagné une place cette semaine. Ouais, puis la page vraiment se modifie de semaine en semaine. Si vous avez suivi la campagne du début à la fin, je trouve qu'elle est de plus en plus claire, qu'ils arrivent vraiment à organiser cette pléthore de matériel avec des informations qui sont très simples, même pour les non-anglophones ou ceux qui ont un peu du mal à comprendre. Donc c'est vrai que c'est reste une belle page de campagne. Deuxième place, notre jeu préféré, Actually The Game of Nordic Correction. Dieu merci, nous n'allons plus nous le taper toutes les semaines puisque c'est sa dernière semaine. Alléluia, 513 000 €, 11 636 contributeurs. Comme on l'avait évoqué, il a explosé sa première semaine, après ça a largement stagné. Voilà, il a su attirer ses fans et puis pas vraiment les autres finalement. Voilà. Ouais, mais sachant qu'il a quand même proposé quelque chose d'incroyable, pour la modique somme de 500 $ canadiens, vous avez la possibilité de récupérer l'un des éléments du décor de l'émission. Voilà. Je sais pas, peut-être que... C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Tu peux, mais les mecs, acheter l'un des 12... et tout a été pris. Hein. Il y en avait 12 de disponibles. Il y a eu 12 contributeurs. Donc voilà, c'était la grande braderie. Sans commentaire. Je vous rappelle que vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus sur cette vidéo, ça aide pour l'algorithme. Commentez les campagnes et les nouveautés que vous découvrez dans Geek Parade. D'ailleurs, à propos de nouveautés, on va s'y engouffrer. Je voulais commencer par Dwarfs Winter and the Lost Tribes. 64 000 €, 900 contributeurs, il reste 10 petits jours avant la fin de la campagne. Bon, c'est un tower défense. Pendant l'hiver, vous allez incarner des nains qui vont faire face à une invasion de créatures voilà, plus méchantes les unes que les autres qui vont essayer de détruire votre village. À savoir que l'éditeur va essayer de créer des jeux pour chaque saison. Voilà, ça c'est le challenge, c'est le season challenge, tu vois. Donc là c'est l'hiver, parce que le jeu se passe pendant l'hiver. Ils se sont fait un petit défi, on va créer un jeu pour chaque saison, puis ça va faire une espèce de saga. Donc là c'est le jeu de l'hiver, et puis écoute, on verra pour le printemps, hein. Je sais pas s'ils vont les faire dans l'ordre en fait. Mais... Je trouve que esthétiquement ça me rappelle un peu Kingdom Rush. Ouais. Dans le style même du matériel, etc. Je trouve qu'on est assez proche. Bah, et c'est un tower defense aussi. Hein. Et c'est un tower defense. Après, je trouve que le design est plutôt sympa. Ça passe bien, cette idée on peut dire de season pass. Ouais, c'est ça. Tu déconnes, mais il y a un season pass. Parce qu'ils font une réduction. Si tu t'engages, si tu t'engages, alors je sais plus exactement les termes, mais tu peux rejoindre une espèce de club, quoi, en fait, et tu vas avoir 5 $ de réduction sur les prochains jeux de cette saga. Voilà, donc il y a vraiment un season pass dans ce pledge. À savoir que dans le pledge de base, vous n'avez pas les stretch goals. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, cette mauvaise habitude. Ouais. Il y a une VF aussi, faut le savoir. On va passer à un autre jeu d'affrontement, on va dire, qui s'appelle Deliverance. Alors là, c'est tout nouveau. The Game of Spiritual Warfare. Il en est déjà à 117 000 €, 960 contributeurs, beaucoup de jours avant la fin, il reste 25 jours avant la fin de la campagne. Donc là, nous allons incarner des anges qui allons se foutre sur la tronche avec les démons, l'éternel combat entre le bien et le mal. Donc c'est un jeu sous forme d'une sorte de mécanique de dungeon crawler, c'est-à-dire que vous
allez battre les démons petit à petit, et à la fin, vous allez avoir un boss démon. Vous avez des personnages qui vont évoluer petit à petit pendant la quête. Très sincèrement, j'ai vu une présentation du jeu, ça m'a pas plus convaincu que ça, pour l'instant. Ouais, Bon. je trouve que même au niveau du matériel, alors je sais pas pour toi, mais je trouve ça assez bizarre parce que on voit les illustrations sur les standees, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que quand tu passes sur les plateaux joueurs, une espèce de version anamorphosée de l'image que je trouve assez étrange. Et puis surtout, il faut quand même se dire que le pledge complet avec le all-in est quand même à 1500 $ et qu'il y a quand même Tranquille. 7 personnes voilà, qui ont pris le petit all-in. Ça doit être des Enfin, évangélistes. Bon, Ça- c'est des associations évangélistes. Bon, je dis pas que le matériel est moche, hein, mais je veux dire, il est pas non plus Non, enfin, il n'est pas exceptionnel. incroyable. Oui. Et on a déjà vu des all-in proposant plus de matériel et de meilleure qualité pour moins cher. Alors, ok, les figurines viennent pré-peintes, mais je trouve que ça reste excessivement cher. Bon, après, évidemment, vous pouvez acheter juste la boîte de base qui est à un prix beaucoup plus raisonnable. Ouais, moi je suis pas très fan du design, très sincèrement. Bon, après, c'est personnel, mais bon. On va passer à un jeu de cartes d'affrontement qui est français, qui s'appelle Arakan Wars, The Card Game. Mais l'originalité, je trouve, sur ce projet, enfin, il y en a plusieurs. La première, bah, déjà, je trouve qu'il y a eu énormément d'excellentes communications en amont de la campagne, qui sont vraiment venus prendre la température sur le design de certaines cartes, sur certaines mécaniques de jeu. Il y a une véritable interaction avec les gens avant même la sortie du jeu. Ensuite, bah, voilà, il y a ce côté plateau avec un système de placement qui est un petit peu l'originalité parce que c'est vrai que souvent on se retrouve assez régulièrement avec du Magic-like et là je trouve qu'il y a ce côté en fonction de la position sur le plateau on va pouvoir récupérer des endroits clés qui vont donner des bonus, etc. Et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que toute cette campagne en fait va s'inscrire dans un lore qui est extrêmement travaillé par les développeurs. Donc là, il s'agit de la saison 1. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus régulièrement sur Kickstarter, notamment effectivement pour les jeux de cartes, à savoir que vous achetez une première boîte et puis dans un an, il y en aura une deuxième avec la suite, le monde qui aura évolué, etc. Le seul petit défaut que je trouve, après avoir lu la page complète, c'est qu'il y a une version un peu plus chère avec une extension, avec un nouveau plateau, etc. Et je trouve, donc c'est la Viator Expansion. J'ai du mal à saisir pour le moment, je trouve qu'elle n'est pas vraiment décrite. Alors peut-être que ça arrivera par la suite dans la campagne, mais je trouve que c'est un petit peu compliqué de se dire on va placer 100 € dans une extension, sachant qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle va apporter en plus, que le design n'est pas définitif, donc on voit qu'il va y avoir un nouveau plateau, des nouveaux decks de cartes, mais pas plus d'explications que ça. Et je trouve que c'était peut-être pas forcément le meilleur move pour commencer, mais après, les illustrations sont super jolies, le prix d'entrée pas excessivement cher, et puis effectivement, il y a toute cette création d'univers derrière qui est plutôt encourageante. Et mon église se défoule derrière moi, vous pouvez l'entendre. Mais ça aurait dû... les gars, vous auriez dû commencer à sonner les cloches quand on parlait de délivrance, pas sur... C'est ça, Bon, et un petit peu un train de retard, tant pis. Le fait qu'on inclut de plus en plus les backers sur les designs, etc., ça sera un vrai débat à avoir, je pense. Parce que, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien parce que, effectivement, tu te mets au plus près de ton public, voilà, ça c'est sûr que c'est intéressant. Mais, est-ce que finalement, quand tu as une ligne directrice ou artistique sur un jeu, c'est la ligne artistique d'un designer, il n'y a pas de raison que tout le monde y mette son grain de sel, voilà. Donc on va pas avoir ce débat aujourd'hui, mais voilà, je lance la réflexion, ça peut être, pour l'avenir, ça peut être quelque chose sur lequel on peut discuter. On voulait parler aussi de Blooming Industry, alors là, ça n'a rien à voir avec les jeux précédents, là vous allez être dans l'industrie de la tulipe, donc c'est un jeu de placement d'ouvriers, où il va falloir trouver une espèce de petit moteur magique pour faire tourner votre industrie de tulipes, donc vous posez des tuiles qui sont simples, mais plutôt assez jolies, évidemment, c'est des tulipes, c'est coloré. Vous avez des petits meeples pour planter vos tulipes, pour les récolter. Vous avez des canaux, parce qu'évidemment, on est en Hollande. Donc vous avez des canaux avec des bateaux pour transporter vos tulipes au marché, les vendre, etc. Le jeu, il a démarré timidement. Hein, il en est à 84 contributeurs, 2000 €. Il reste 25 jours de campagne. Je suis assez étonné d'ailleurs par ce petit chiffre, parce qu'ils ont quand même eu pas mal de com. Après, il faut quand même se dire que c'était un Kickstarter qui a été
est très monopolisé par des gros C'est titres vrai. actuellement, donc forcément, j'imagine que quand tu arrives avec ton petit jeu de tulipe, et voilà, si le mec il vient de claquer un SMIC dans Deliverance, je peux comprendre que voilà, Et il vient d'acheter les chaussures de Retour à le futur 2 sur le décor de Nordy Correction, là, à 500 balles. voilà, Donc là, il peut pas investir dans le jeu de Tulip, c'est sûr. bah, Hein, c'est forcément. foutu, quoi. On va quitter la Terre pour 2 jeux de science-fiction. Ouais. Donc le premier est arrivé, mais alors il est tout frais, c'est Edict Solar Contention. Donc c'est un jeu que le designer qualifie de 4I, enfin 4E, parce qu'il n'y a pas de conflit. Donc c'est Explore, Exploit, Expand and Export. Voilà, il n'y a pas d'extermination dans ce jeu. Donc vous allez incarner de grandes corporations, alors privées ou pas, ça dépend. Il y a les deux, il y a des grosses corporations privées, il y en a même une avec Elon Musk en couverture, il y en a une avec, c'est quasiment le logo d'Amazon aussi, donc c'est assez rigolo. Par contre, vous avez aussi des grands organismes comme les Nations Unies. En tout cela n'a qu'un seul but, c'est d'envoyer des vaisseaux dans l'espace afin d'exploiter les richesses de notre système solaire. Donc vous avez un plateau avec le système solaire, vous avez des figurines de vaisseaux spatiaux, et vous allez faire circuler tout ça entre les lunes, les géantes gazeuses, etc. Et récolter tout ce qu'il y a à récolter. Vous pouvez même construire des usines ou des labos sur les planètes. Vous ramenez ça sur la Terre pour vous faire plein de thunes. Et il y a aussi des, on va dire, des cartes de mission, on va dire. C'est les fameux édicts. Ça, c'est même le titre du jeu, que la Terre va vous envoyer des contrats, enfin des contrats de demande de matières premières. Et il va falloir les honorer. Donc on est dans du jeu de conquête économique, en fait. Hein, voilà. Ouais, après, je trouve qu'en termes esthétiques, je veux dire, le plateau avec Elon Musk, on est sur le niveau de Actually en termes de design, quoi. Je trouve que c'est cheapos. Ouais, c'est un peu cheapos. Ouais. Enfin voilà, moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ce côté publicité déguisée pour les grandes compagnies. Moi, je trouve que ça manque un poil de subtilité. Donc, Ouais. après, si on a la possibilité d'envoyer Jeff Bezos dans l'espace et faire en sorte qu'il y reste, c'est pas mal. Mais Et enfin, je voulais parler de Interceptor. Donc c'est un jeu d'affrontement spatial, on reste dans l'espace, je vous l'avais dit. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que c'est une compagnie qui est chère à mon cœur, c'est une Madeleine de Proust, c'est Faza qui fait ça. Faza, c'est une société qui était très connue dans les années 80 parce qu'ils ont fait le jeu de rôle notamment de Star Trek et de Battletech. Et ils ont fait pas mal aussi de jeux d'affrontement, dont des jeux d'affrontement de Star Trek. Et là, ils reviennent avec Interceptor. Donc ils n'ont plus la splendeur d'antan. On regarde la page, on a l'impression d'être à peu près en 1983, c'est-à-dire que les mecs n'ont pas bougé. C'est d'une laideur absolue. Le jeu est d'une laideur absolue aussi. Et tu vois le board de manœuvre, c'est, tu dirais un système, voilà, des années 80. Moi, je m'en souviens, j'ai le jeu de Star Trek, moi, de Faza, tu vois, d'époque, qui date de 83, où tu combattais, voilà, c'était Armada version Star Trek, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Il y a des petits chiffres partout, donc ça me faisait marrer, voilà, de le présenter. Donc, je pense que ça va pas aller très loin, malheureusement, mais c'est marrant comment certaines sociétés n'ont pas réussi à évoluer, quoi. Les mecs, ils sont toujours là, ouais, ils sont toujours dans leur trip années 80, quoi. Donc là, il en est à 66 contributeurs, 6200 €. bah voilà, pour tous les aficionados là, des années 80 fantasmés, c'était ça les années 80. Exactement. C'était pas Stranger Things, et voilà, c'était ça les années 80. Non, ouais, les jeux, je peux te dire que les jeux comme ça, les wargames et tout ça, les années 80, avec des trous dans les règles, avec des boards assez moches et très austères, c'est ça aussi, hein, oui, les jeux des années 80, c'est pas des trucs tout violets, tu vois, tout arrondi. C'était même un peu le contraire, c'était assez austère. Et là, vous en avez une bonne preuve avec Interceptor. Avant de passer à la première place, moi je voulais faire parce qu'il y a eu une petite annonce qui a été faite dernièrement sur pas mal de pages Kickstarter, enfin des projets Kickstarter que je trouvais assez intéressant. C'est une communication qui a été faite par Orange Nebula dans la communication autour de leur campagne sur Unsettled, parce qu'en fait c'est une campagne qui prend un petit peu de retard dans la livraison, et ils ont profité justement d'un manque d'informations pour faire un long descriptif de ce qui se passait aujourd'hui dans le monde du fret, notamment en Asie, depuis la crise Covid. Alors on n'arrête pas de dire sur les pages Kickstarter que oui, effectivement, le fret,
les frais de port explosent pour les éditeurs, donc est-ce que c'est vrai ou pas? Du coup, eux, ils ont décidé de faire un véritable témoignage de ce qu'ils peuvent vivre là depuis quelques mois. Après, il faut les croire sur parole, mais c'était un témoignage tout en bienveillance. C'est vrai que pour le monde du jeu de plateau, il risque d'y avoir quand même pas mal de bouleversements, parce qu'ils indiquaient que déjà les courus avaient augmenté de 3 ou 5 fois plus de ce qui était prévu, qu'il n'y a aucune possibilité de suivre les marchandises. En fait, ils sont trimballés d'un bateau à l'autre sans qu'ils aient forcément l'information, pour finalement découvrir que le bateau qui suit depuis longtemps, en fait, le matériel n'est pas dessus, et que c'est un véritable calvaire de suivre ça, sans compter les goulots d'étranglement, parce qu'en ce moment il y a plus de 600 navires qui sont coincés en mer, qui prennent des routes alternatives, et en fait qui se retrouvent coincés, notamment du canal de Suez, etc. Donc il y a des véritables difficultés. Il y a toujours aussi l'Inde, qui est une étape indispensable pour tous les navires de transport, mais qui est en ce moment fortement touchée par le Covid. Et puis il n'y a aucune possibilité de faire des réservations de leur côté, de prédire, parce que ça va être au plus offrant. C'est-à-dire qu'ils peuvent réserver une place, il suffit que quelqu'un passe derrière et propose plus. Leurs conteneurs vont être déchargés pour en mettre d'autres à la place. Tu veux dire jeu de plateau, masque, même c'est combat. ça, IRL. Ça amène à se poser la question de, voilà, jusqu'alors on a profité du peu de coût des produits asiatiques, le travail des enfants, le fait qu'il n'y ait aucune mesure de sécurité, il n'y a pas de code de travail, etc., etc. Que du bonheur. Mais on bénéficie énormément d'avantages par rapport à ça. Mais là, avec cet impact sur le fret, ça invite à se poser pas mal de questions, et notamment cette idée de repartir sur peut-être de la création à échelle plus réduite, voilà, les projets européens produits en Europe, etc. Donc ça va forcément avoir un coût supplémentaire. Mais dans tous les cas, ce coût supplémentaire, vu ce qui se passe actuellement dans ce milieu-là, il va arriver à un moment ou à un autre. Il y aura un point de basculement où ça coûtera moins cher de produire en Europe qu'en Asie. Là, il faut attendre ce point de basculement, sinon personne ne bougera, c'est logique. Voilà, en précisant que tous les jeux de plateau ne sont pas fabriqués par des enfants en Asie. Bien qu'on se fasse insulter par évidemment. des éditeurs qui vont... Voilà. Donc numéro 1 de Kickstarter cette semaine, c'est The Binding of Isaac for Soul Requiem. 34 800 contributeurs, 3 500 000 euros, et il reste plus de 15 jours avant la fin de la campagne. Donc voilà, moi j'ai pas changé d'avis sur la campagne, je la trouve toujours aussi moi non plus. minable. Pour le jeu, je trouve que ils ont donné un peu plus d'indications par rapport à la semaine dernière, notamment quelque chose qui m'a un peu intrigué. En gros, ils ont fait une espèce de partenariat avec plein de jeux indépendants qui ont eu un certain succès ces dernières années pour en fait se créer des cartes inspirées de ces jeux-là et les inclure dans le jeu. Donc on voit qu'il y a des références à Spelunky, à Hollow Knight, à Cave Story notamment, qui sont d'excellents jeux. Tu me parles chinois là. Mais voilà, en tout cas, il y a une espèce de crossover avec d'autres licences du jeu indépendant. Mais malgré ça, la campagne reste toujours aussi convenue. Mais par contre, il y a des gens, plus de 500 personnes qui ont acheté le all-in à plus de 800 euros. Donc il y a un véritable engouement autour de cette licence. Donc, on le savait dans le monde du jeu vidéo, mais que là, ça se démocratise à tous les niveaux. En mode, on veut des peluches Isaac pour décorer notre maison. J'avoue que ça m'intrigue un petit peu. Et bien voilà, vous savez tout de Kickstarter, enfin presque tout, parce qu'on peut pas tout vous dire. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à toi, Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous. Et merci de votre fidélité. Salut.